comme vient de le dire, comme vient de le dire Laurent, après cet exposé passionnant, la tâche m'échoit de vous présenter les théories, un panorama sur les théories dominantes de cette toute petite question, comment le cerveau produit la conscience, le tout en un quart d'heure, et sachant que notre philosophe ce matin, du panel, nous a prévenu que ces théories, on ne savait même pas à quoi elles pouvaient ressembler. Pourtant, il y a des gens qui se sont hasardés à en proposer. Et alors, je vais m'attarder principalement sur deux d'entre elles, non sans avoir rappelé quand même le côté très difficile de la question, puisque, comme on vient de voir encore maintenant, on peut faire des rapprochements entre tel aspect de l'activité cérébrale et tel aspect de la psychologie et de l'expérience, mais savoir quel est le rapport éventuellement de causalité, qu'est-ce que l'un fait de l'autre entre ces deux domaines de la réalité qui sont apparemment quand même assez incommensurables, c'est difficile. Alors une approche possible qui a été suivie, ce serait d'essayer de découvrir des points de contact, des isomorphismes entre les propriétés psychologiques de l'expérience et les propriétés dynamiques des processus cérébraux. Bon, on va voir jusqu'à quel point cette chose est possible ou pas. Si on faisait un aperçu extrêmement bref, le mot important là-dedans c'est bref, du panorama des théories qui existent actuellement, ça c'est très très loin d'être exhaustif. On parlera des deux qui ont fait peut-être plus de bruit médiatique dans la littérature scientifique et que les gens sont susceptibles de rencontrer et que ça peut éventuellement leur servir d'avoir une idée, s'ils ne se sont pas intéressés à la question avant, de leur contenu. D'une part, la théorie de l'espace de travail neuronal, proposée principalement par Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux et collègues, et d'autre part, la théorie de l'information intégrée, proposée par Tononi, tout ça a déjà été mentionné ce matin. Il y a d'autres théories, il y a eu une allusion ce matin, par exemple, à des théories qui sont plus exotiques pour nous biologistes, proposées par des physiciens qui ont rapport avec la mécanique quantique. C'est passionnant, ce sont des jeux de l'esprit qui sont tout à fait intéressants. On aura peut-être le temps d'évoquer ça dans la discussion, mais dans l'immédiat, non. Et je commence par la théorie de l'espace de travail global. Alors, je vous ai dit, essayez de faire un lien entre une propriété psychologique de la conscience, c'est une propriété de quelque chose qu'on peut voir dans le cerveau. Si je me concentre sur ce que Denis a défini ce matin, la conscience d'accès, la représentation qui est consciente au sens de la conscience d'accès, elle est capable de mobiliser toutes sortes de ressources, toutes les facultés de l'esprit. Donc si quelque chose est dans votre esprit au sens de la conscience d'accès, cela peut mobiliser toutes sortes de modules que nous appelons imagination, le raisonnement, l'action. Donc il y a peut-être un point commun. Alors il n'y a pas de cerveau à l'intérieur du cerveau, mais ça fait très longtemps que les gens se sont dit qu'il devait quand même y avoir un mécanisme de coordination entre des apports d'informations qui viennent de sources différentes, puisque déjà il y a 2350 ans, Aristote avait proposé qu'il existe un sens commun, et ce n'est pas le sens commun au sens du bon sens, mais un sens commun aux cinq sens qui nous produit dans notre esprit un objet unifié par rapport à ces modalités sensorielles qui sont quand même très différentes les unes des autres. Alors je fais un saut de 2350 ans jusqu'à Bernard Baars qui a proposé dans les années 80 sa théorie psychologique de l'espace de travail global qui est fondée sur la distinction entre les contenus conscients et non conscients. On peut faire toutes sortes de listes de processus cérébraux non conscients et qui sont quotidiens. D'une part, quand on a une activité quelconque, eh bien, elle se déroule dans un contexte qui n'est pas forcément à notre esprit, les motivations sous-jacentes, la mémoire, etc. D'autre part, il y a ce qu'on pense qui est vraiment présent à notre esprit là maintenant tout de suite et qui est manipulable, de nouveau au sens de la conscience d'accès, mais il y a aussi tout ce qui va découler en aval, des gestes un petit peu automatiques, de la mémoire à long terme qui n'est pas immédiatement dans la conscience. Et donc, Baars, il a proposé une structure modulaire de l'esprit, en quelque sorte, qui est pas sans lien avec les travaux en intelligence artificielle. Il y aurait un espace de travail mental, une espèce de tableau noir, sur lequel les processus cérébraux peuvent venir lire et écrire, qui a quelques propriétés définies. D'une part, les représentations qui sont dans cet espace mental, elles sont traitées de façon sérielle, donc l'une après l'autre, et pas tout en même temps. D'autre part, la capacité est limitée, une représentation à la fois, on ne peut pas tout mettre, et puis c'est assez lent. En revanche, c'est global, c'est-à-dire que l'espace de travail communique avec de très nombreux, ce qu'il appelle des processeurs ou des modules cognitifs
en aval qui traitent les choses en parallèle, rapidement, efficacement. Et l'idée, c'est que les représentations qui sont dans l'espace de travail global, celui qui est en communication avec ses processeurs, il correspond, les représentations qui sont là-dedans, elles sont conscientes. Celles qui sont traitées par les processeurs spécialisés, elles ne le sont pas. Et pour voir à quoi ça correspond, mais il suffit de penser à l'apprentissage de quelque chose d'un tout petit peu compliqué, comme conduire une voiture ou jouer d'un instrument de musique. Pendant qu'on apprend, eh bien, les actions à accomplir, elles sont faites consciemment. C'est quand même un petit peu compliqué, c'est pas forcément efficace tout le temps. Et au fil du temps, eh ben, elles s'automatisent. Et à la fin, on peut très bien aller de chez soi jusqu'au travail en ayant à peine, hein, ça peut être dangereux, faire attention à ce qu'on fait. Alors ça, c'est la représentation des choses telles que la psychologie, éventuellement l'intelligence artificielle nous la propose. Dans le cerveau, les représentations, elles ont un support, c'est l'activité de population de neurones. Et Dehaene et collègues ont proposé une mise en œuvre neuronale de cet espace de travail global, donc l'espace de travail neuronal global, Global Neural Workspace, qui propose principalement qu'il y a un correspondant à cet espace de travail qui serait une population de neurones corticaux qui ont comme propriété d'avoir des axones à très longue distance et qui donc peuvent aller exciter, ce sont des neurones excitateurs, des neurones pyramidaux, qui peuvent exciter toutes sortes de régions cibles, corticales et sous-corticales, qui sont, elles, spécialisées dans le traitement de l'information plus particulier. Donc, ça c'est une chose, cette population a donc un large accès, d'où le mot global. D'autre part, elle a des connexions réciproques, et notamment avec ce qu'on appelle la boucle thalamo-corticale, c'est-à-dire que quand elle est excitée, elle peut répondre par une excitation dans l'autre sens, et si l'excitation en question est suffisante, alors il y a un effet de réverbération qui va se mettre en place, A excite B, B excite A, et on va avoir une activité qui sera soutenue pendant un certain nombre de centaines de millisecondes. Et la proposition, c'est que l'activité soutenue d'une fraction de cet espace neuronal à ce moment-là code les contenus conscients, de nouveau, je pense, au sens de la conscience d'accès. Et c'est une fraction de la population qui est excitée, le reste est inhibé, parce que quand il y a excitation, ben, il y a du feedback inhibiteur, ce qui rend compte du caractère de capacité limitée et sérielle du système. Et cette activité ensuite se propage vers les processeurs spécialisés, et notamment, c'est ce qui permet à mon espace mental d'activer mon blablatage pendant que je suis en train de vous causer. Alors, bon, ça c'est juste une représentation de la même chose. Ici, on aurait par exemple des morceaux, des aires en amont, au début de la hiérarchie corticale, et puis on va vers ce que Dehaene et collègues proposaient à l'époque comme être plutôt la région frontopariétale des neurones pyramidaux de la couche 2 et 3 du cortex frontopariétal. Bon. Ça s'appuie évidemment sur des expériences. En haut, la propagation comparée de l'activité corticale en cas de présentation d'un stimulus qui reste invisible, donc non conscient, ou qui est visible, le même stimulus, mais par des procédures psychologiques de marquage, on peut moduler sa perception consciente, et on voit que lorsqu'il est conscient, l'activité envahit les régions antérieures du cerveau à peu près à 300 millisecondes. Ce n'est pas le cas lorsqu'il n'y a pas conscience, et le modèle, graphiquement, ce serait le fait qu'une perception non consciente va rester limitée là, on parle d'un stimulus visuel, c'est l'arrière du cerveau, et si elle devient consciente, eh bien, elle se propage vers l'avant de façon soutenue, comme on le voit ici dans ce graphe au cours du temps. Donc ça, c'est de l'expérimental. Ça, ce sont des simulations qui sont fondées sur un modèle simplifié de l'architecture corticale excitée par la boucle thalamo-corticale. Ceci, ce sont les couches du cortex, et il y a des connexions, comme je disais, récurrentes, qui maintiennent l'auto-excitation pendant un temps suffisamment long, d'où ce phénomène qui a été baptisé initiation. Bon, je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous parler des théories qui proposent le rôle de représentation des représentations, donc méta-représentation, et je passe tout de suite à l'autre théorie qui est celle de l'information intégrée. Alors, si c'est information, il faut que je précise quand même un tout petit peu de quoi on parle. L'information au sens d'une grandeur physique, Shannon 1948, c'est la mesure de la réduction d'incertitude qu'on a lorsque on reçoit un message par rapport à l'attente qu'on avait. Donc, c'est un modèle qui concerne un canal de transmission. Il y a des messages qui passent, il y a un observateur qui les reçoit, il ne sait pas ce qu'il va recevoir, et en particulier,
les symboles qui arrivent dans le message ont une certaine probabilité a priori. Lorsque le symbole est là, qu'on sait lequel c'est, ben, il y a un gain d'information par rapport à l'attente qu'on avait, et c'est en rapport avec une probabilité. Il suffit de penser, si jamais il y a un message qui est certain, donc sa probabilité d'arriver est de 1, ben, lorsqu'il arrive, l'information qu'on a obtenue c'est 0, puisqu'on le savait, c'était certain. Tonelli, il propose une nouvelle version de ça. Il garde l'aspect probabiliste, mais au lieu de se situer dans un canal de transmission, où il y a un observateur qui est chargé de déchiffrer le message une fois qu'il l'a reçu et dont on ne s'occupe pas, ben lui, plutôt qu'un canal de transmission, il se situe dans un système de ce qu'il appelle des mécanismes. Il faut imaginer soit des neurones, soit des régions cérébrales, soit éventuellement des processeurs électroniques, donc des processeurs qui agissent les uns sur les autres. Ils sont dans un certain état d'activité, ils s'envoient des signaux suivant leur état d'activité, et puis ils reçoivent les signaux des autres. Et un système comme celui-là, où chacun des processeurs est dans un état, mettons 0 ou 1, allumé ou éteint, ben, où eh bien, son état résulte, pour chacun des processeurs, des actions que les autres processeurs ont exercées sur lui, et l'état futur du système va résulter des actions réciproques qui vont avoir lieu dedans. Alors on peut dire quelque chose sans rien savoir sur le système, sur la probabilité qu'il soit dans tel ou tel état, sachant que ce qu'on appelle l'état du système, c'est l'état d'activité de tous ces processeurs. En quelque sorte, l'espace des phases là où il se trouve. A priori, il y a beaucoup d'états possibles pour un système suffisamment compliqué, et ces états ont une certaine probabilité. Une fois qu'on connaît l'état de l'un ou l'autre de ces processeurs, ça introduit une contrainte sur ces probabilités, c'est-à-dire une fois qu'on sait qu'il y en a un qui est dans l'état 1, on sait, par exemple, on sait que, et je vais vous montrer un exemple tout de suite, on sait que ceux qui l'alimentent sont nécessairement dans tel ou tel état. Autrement dit, le fait même qu'il y ait eu un changement d'état dans un des processeurs introduit une différence dans la distribution des probabilités des états. Et c'est cette différence, maintenant, de probabilité des états, entre l'estimation de ces probabilités a priori et l'estimation qu'on a quand on connaît l'état présent, que Tonelli appelle de l'information causale ou effective. Il dit, voilà, l'information, c'est une différence de probabilité, mais c'est une différence qui effectivement fait une différence pour le système à partir de sa perspective intrinsèque. Alors, vous pouvez mijoter ces définitions pendant un certain temps, parce que c'est quand même un petit peu, je ne vais pas dire tordu, mais subtil. L'idée, vous voyez, c'est d'essayer d'incorporer l'observateur au concept d'information, alors que dans la définition canonique, Shannon 48, évidemment, on ne se préoccupe pas de l'observateur. Avec ce concept d'information, on peut faire des choses. Donc ça, c'est une illustration juste de ce que je viens de dire. Je ne vais pas m'attarder trop, mais si on imagine un système extrêmement simple, et dans ces articles, Tonelli a beaucoup fait usage de systèmes extrêmement simples, c'est juste des unités logiques. Ça, c'est une porte E, c'est-à-dire qu'elle s'allume lorsqu'elle reçoit 3 entrées qui disent 1, 3 entrées qui sont allumées. Dans tous les autres cas de figure, elle reste éteinte. Donc, au départ, quel est l'état de ces 3 entrées? On ne le connaît pas. Comme il y a 3 entrées et que chacune peut être dans 1 ou 0, il y a 8 situations possibles de probabilité égale. À l'arrivée, si on voit qu'elle est allumée, ben ça met une contrainte sur ce qu'on sait de leur état antérieur. On sait qu'en fait, elles étaient toutes les 3 dans l'état 1. Donc la distribution de probabilité est passée de ceci à cela. Ça fait une différence. Et Tonelli propose des mesures statistiques de ces différences. Il appelle ça donc information causale dans son système. Et son hypothèse de base, c'est que l'information causale correspond. Ce serait ça, la contrepartie de la conscience, et pas n'importe laquelle, de la conscience maintenant au sens phénoménal, l'équalia, le truc qui fait qu'on a mal quand une abeille pique et que c'est bien quand on boit une tasse de chocolat. Alors, l'information en question, Tonelli propose une série de ce qu'il appelle des axiomes, donc des choses qui sont évidentes d'elles-mêmes d'après lui dans ce qui concerne la conscience phénoménale en première personne, et il confronte ça à une liste de postulats sur ce que ferait l'information, son information causale, qu'il va appeler intégrée, je vais vous dire pourquoi, dans le cerveau. Bon, la conscience elle-même, l'important dans cette liste, c'est déjà que lorsqu'on a une expérience consciente déterminée, eh bien, ça correspond à l'irruption d'une information. Si on revient à la définition de l'information comme sélection d'une possibilité parmi beaucoup d'autres, eh bien, le fait qu'on ait une expérience, dit-il, c'est une expérience parmi les innombrables expériences qu'on pourrait éprouver. L'argument est ce qu'il est, mais en tout cas, voilà comment il rapproche l'expérience
qualitative de l'idée d'information. Toute expérience, la conscience phénoménale est informative. Elle est aussi composite, elle a divers aspects, et elle est intégrée, elle est peut-être composite, mais elle n'est pas réductible à ses composantes, ce n'est pas une simple addition. Là, j'ai mis un petit exemple, une tentative d'adaptation en français de l'exemple qu'il propose en anglais. Si vous voyez les syllabes gentilhomme en un seul mot, c'est pas tout à fait la même expérience que de voir gentil et homme, parce que ça ne signifie pas complètement la même chose, en tout cas de nos jours. Et puis finalement, la conscience est exclusive dans la mesure où, dans notre flux de conscience, c'est une expérience après l'autre, c'est pas plusieurs expériences à la fois, au moins dans les conditions normales. Maintenant, si on confronte ça aux propriétés qu'il propose pour l'information intégrée, déjà il propose que dans le cerveau, il y a des mécanismes qui agissent les uns sur les autres de manière à produire cette information causale. Cette information, vous avez vu, elle correspond à une grandeur mesurable, calculable au moins en principe, dans la pratique, je crois que c'est tout à fait autre chose. Et en plus, si on calcule cette valeur d'information, c'est-à-dire de gain, de différence de probabilité des états, pour un système qui est un petit peu compliqué et qu'on compare ça, le même calcul pour des parties du système, par construction, Tonelli affirme que cette définition de sa grandeur, c'est plus grand, c'est supérieur au système entier par rapport à ce que peuvent produire les parties. Autrement dit, son information causale est irréductible à celle des parties du système. Il y a donc un excès d'information causale construite comme ça du tout par rapport aux parties. C'est un essai de construire une causalité dans un ensemble intégré. Donc pas réductible. Et l'excès d'information, et c'est ça la fameuse grandeur phi, eh bien la proposition, c'est que là où il atteint un maximum, dans la partition du cerveau, là où il atteint un maximum, c'est là que se produit l'expérience consciente. Voilà. Allez, suivons tous les autres. Là, je vois que j'ai 1 minute de retard. J'accélère un petit peu. Cette diapo est supposée reprendre en un petit schéma les propriétés, les différents axiomes que je vous listais et les différents postulats correspondants. Je n'ai pas trop le temps de m'attarder. Donc, l'expérience, un substrat qui est fait d'unités logiques en interaction, des comparaisons de probabilités qui donnent lieu à un calcul avec cette variable phi, et du coup, le système se promène dans une espèce d'espace abstrait, il appelle une structure conceptuelle, et il nous dit, eh bien, ça, la production de cette information-là, comme l'information au moment même où elle est produite par construction, c'est aussi une causalité qui agit, qui fait que le système agit sur lui-même, c'est ça, la conscience phénoménale. Qu'est-ce qu'on peut sortir de ça en dehors d'un jeu de l'esprit et d'une tentative quand même d'attaquer ce qui a été appelé le problème difficile de face? Déjà, il y a quelque chose d'amusant. Lorsqu'il fait le calcul sur ces systèmes modernes, Tonelli se rend compte que sa grandeur phi, elle est produite lorsqu'il y a des connexions réciproques. Et là, il y a une comparaison amusante à faire entre le cortex et le cervelet, par exemple. Le cervelet, c'est une partie du cerveau qui est merveilleusement organisée. Il y a des neurones extraordinaires. Les cellules de Purkinje, c'est les plus beaux neurones qui soient, 100 000 synapses, très très jolies lignes. Et toute la circuiterie là-dedans, elle est dans le sens amour-aval. Il n'y a pas beaucoup de réciprocité. On peut être conscient sans cervelet, on a des problèmes, mais on peut être conscient sans cervelet. Alors que sans cortex, c'est quand même nettement plus problématique. Voilà. Alors, d'autre part, on peut s'inspirer de ce type d'index pour aller vers quelque chose de très pratique, qui est essayer d'avoir une mesure dérivable, mathématiquement ou autrement, à partir, par exemple, d'électroencéphalogrammes, pour voir de nouveau quel est l'état de conscience de gens qui sont dans les états comateux dont on a déjà parlé. Et apparemment, si par exemple on prend en compte l'intégration de l'information et qu'on comprime ça dans un index qui a été appelé Perturbation Complexity Index, je ne rentre pas dans les détails, on peut différencier avec cet index l'état d'éveil normal, bien attentif, l'état de sommeil normal, et puis divers états, soit sous anesthésie, soit des degrés variés de conscience altérée. Donc ça, ce sont et puis, plus exotique, si on s'en tient à la définition de Tonelli, alors on doit accepter qu'il y a des degrés de conscience, parce qu'il y a des phi, c'est une variable continue, et qu'il peut y avoir une conscience très minimale, non seulement dans des cerveaux, mais il va jusqu'à proposer une photodiode minimalement consciente, voilà, à discuter. Et puis l'autre conclusion un peu étrange, c'est qu'il peut décrire un circuit dans lequel l'activité neuronale n'est pas nécessaire pour engendrer l'expérience telle qu'il l'identifie à phi.
Alors je vous laisse penser aux expériences de mort imminente, etc., etc. Je m'arrête. Merci Yves d'avoir brillamment relevé le défi.